Non, je suis pas Caradoc, je suis Geoffrey. J'ai eu les cheveux colorés à une époque. Je vais peut-être reprendre dans pas longtemps, mais je ne suis pas encore sûr. Voilà. Je travaille chez Foyer. Les éléments que je vais vous passer, parce que je vais pas mal critiquer des choses qui existent, des choses qui sont en place aujourd'hui et qui sont mal faites. Ça ne vient pas uniquement de chez Foyer. Il y a des exemples qui viennent de chez Foyer. Il y a des exemples qui viennent de la ville, il y a des exemples qui viennent de la CFL, il y a des exemples qui viennent... Donc j'ai pris plein d'informations que j'ai réunies, que j'ai collectées, des anciens clients, parce que j'étais freelance à une époque. Et du coup, je fais un petit pas en arrière sur les nouvelles technologies, où on parle d'IA, de VR, de plein de trucs fabuleux. On avance, mais on laisse plein de cadavres sur les côtés. Et en fait, je reviens un peu en arrière et je ramasse les cadavres. Du coup, je vais vous parler de formulaire. C'est vraiment pas nouveau. Ça existe depuis des années et c'était quand même un des premiers points qui nous a permis de créer de l'interaction sur le web. Parce qu'à la base, c'était que de la consultation. Et les formulaires, peu importe leur forme, c'est quand même un point d'entrée d'information. Ça permet de créer du contenu, ça permet d'interagir avec des gens. Et souvent, on oublie qu'il y a des gens, justement. Donc je reviens un peu en arrière et j'essaye de les ramener au centre du sujet, au centre des formulaires. Je suis designer, UX designer, lead design system, accessibility advocate, j'ai plein de labels différents. Je fais plein de trucs, trop de trucs, mais le sujet, c'est les formulaires, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qui se passe autour des formulaires. Pas uniquement du formulaire en lui-même, mais je vous parlais de gens. Il y a des gens en général, quand on crée un formulaire, quand on digitalise un processus et qu'on le rend disponible en ligne, on va créer des frictions, on va créer des interactions, mais surtout des frictions au début. Et on va le créer avec des gens. Et ces gens, il faut les embarquer. Il y a plein de profils différents. Samuel nous a un peu explosé la tête avec son sujet à l'instant. C'était super intéressant, mais en fait, il y a un point très très intéressant qui est que les dindes, en fait, si elles avaient discuté avec les poules d'à côté, peut-être qu'elles auraient eu des infos, parce qu'elles étaient là depuis plus longtemps. Voilà, donc ça, c'est le côté un peu que j'aime bien promouvoir. C'est tout ce qui est perméabilité entre les services, entre les gens, entre les rôles, entre les... Combien il y a de développeurs dans la salle? C'est léger. Hein. Qui n'est pas développeur dans la salle? Ok. Je vais essayer de me concentrer sur la partie technique, mais pas uniquement du coup, mais voilà. Mais je vais commencer par une histoire Voilà, donc c'est l'histoire d'une personne qui veut aller à l'étranger, aux États-Unis en l'occurrence. Quand on va aux États-Unis, il y a plein de formulaires à remplir. Il y a un truc qui s'appelle un ESTA, qui est horrible à remplir, mais qu'il faut remplir, il faut passer par là. Et cette personne s'appelle Jérôme. Ça fait réagir des gens ou pas? Il y a des Jérômes dans la salle? Ok, donc Jérôme remplit le formulaire. Classiquement, il tombe sur un moment donné où son prénom est invalide. Voilà, donc sa maman est heureuse de savoir que Jérôme est invalide comme prénom. Jérôme a l'habitude des formulaires qui disent que son prénom est invalide, encore plus quand il s'agit d'aller aux États-Unis ou d'avoir un formulaire anglophone, anglo-saxon, anglo-américain, peu importe, parce que les caractères accentués ne sont pas des caractères latins. Alors, sachez que les caractères accentués sont des caractères latins, mais en général, c'est l'erreur qui arrive. Donc bref, Jérôme est invalide, du coup il décide de s'appeler Jérôme à la place, donc il enlève les deux accents qu'il y a sur son prénom, pas de bol, hein, il a deux accents. Il arrive au moment du boarding pour rentrer dans son avion et on lui refuse l'accès parce que le prénom n'est pas le même que sur son passeport. Avec cette zèle du commandant de bord qui lui explique qu'en fait il risque d'être refusé à la douane sur place et qu'il devra refaire un trajet dans l'autre sens, donc il préfère le refuser tout de suite. Voilà. Donc Jérôme, à cause d'un formulaire et d'une erreur complètement débile, s'est retrouvé à rester chez lui et regarder Netflix à la place d'aller aux États-Unis. Donc les formulaires ont un impact sur la vie réelle des gens. Rappelez-vous de ça, c'est important. Plusieurs erreurs typiques hein, ici. Un prénom, arrêtez de contrôler les prénoms en fait. Il n'y a aucun prénom invalide, tous les prénoms sont valides. Et encore plus à notre ère aujourd'hui où on arrête de prendre les noms qui sont sur le calendrier, où on a des Calici et autres personnes qui font des nouveaux prénoms qui n'existaient pas avant. L'erreur n'était pas forcément très claire. Un prénom n'est pas invalide, il y a une erreur qui a été trouvée dans le prénom, laquelle elle est, comment est-ce que je peux la corriger? Ça c'est encore une autre histoire. Les fautes du système, parce qu'il y a certainement un système qui n'arrive pas à enregistrer ces caractères, sont rejetées sur l'utilisateur. C'est pas normal non plus en fait, corrigez votre système. Ou alors, mettez un truc entre les deux pour faire en sorte que ce ne soit pas l'utilisateur qui corrige l'erreur, mais votre système qui le corrige.
Et ensuite, la situation, elle est très gênante, mais elle n'est pas rare, hélas, et on en trouve partout dans le monde. Et je ne dis pas ça parce que c'est titré Le Monde, mais on en trouve partout. Et si vous cherchez juste cette histoire-là et que vous cherchez sur Internet, vous en trouverez énormément. Donc j'ai pris un exemple parmi d'autres. Juste pour rappel, je reviens en arrière, le formulaire, c'est le début d'une conversation. En général asynchrone, parce qu'il n'y a pas une personne derrière qui attend votre réponse tout de suite pour vous répondre. Très rarement, ça peut arriver. Et du coup, ce que vous pouvez corriger à l'oral, une discussion que vous pouvez corriger à l'oral en faisant une erreur de vocabulaire ou ce genre de choses, vous pouvez la corriger en live. C'est quelque chose qui se fait couramment. Quand je m'adresse à Julie, si jamais elle ne comprend pas quelque chose, je vais reformuler pour qu'elle comprenne. Je ne dis pas qu'elle est plus neutre qu'une autre, je dis que des fois je parle bizarrement. Vous ne pouvez pas le faire dans votre formulaire, il faut être clair tout de suite, il n'y aura pas d'échange. Il peut y avoir un échange à un moment donné. Il y a une erreur, une incompréhension, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Là, vous pouvez peut-être corriger, vous rattraper. Mais souvent, prénom invalide, ça ne va pas aider à rattraper. Qu'est-ce qu'on a comme erreur autour du formulaire? On construit sur de mauvaises fondations. Pour reprendre l'erreur de le prénom est invalide, il y a des caractères accentués. Certainement que le système derrière n'accepte pas les caractères accentués. À partir du moment où votre système est vieux, généralement, l'enregistrement de la donnée ou l'interconnexion entre les données ou récupérer les bonnes données, etc., ça prend du temps, c'est mal fait, ça commence à être lent. Je ne sais pas si vous avez bossé dans des vieux systèmes à Luxembourg, mais il y en a pas mal, en général. Je pense que oui, du coup, vu les rires. Du coup, il y a des questions à vous poser. Et ces questions, c'est en gros un résumé de « foncez pas tête baissée sur une solution à proposer, il va falloir creuser ». Si vous avez un BA qui vous aide à creuser, business analyst, qui vous aide à creuser, génial. Si le BA ne fait pas son travail, il faudra que quelqu'un le fasse à un moment donné. Je dis ça parce qu'on a des BA chez nous qui ne sont pas tous formés, et des fois c'est les UX designers qui font le travail de recherche. Hein, Julie. Désolé, tu vas être ma victime, je pense, pour le... Ça marche, je ne veux pas savoir. Est-ce que la logique métier me permet de faire ce que je veux faire? Est-ce que le système en place me permet de faire ce que je veux faire? Est-ce que les bases de données qui existent sont suffisamment remplies, ont les bonnes données pour me permettre de faire ce que je veux faire? Qu'en est-il des performances? Est-ce qu'il y a des API qui sont disponibles? Des quoi? Oui, il y a des boîtes encore aujourd'hui à Luxembourg qui n'ont pas d'API. Ça me rappelle Amazon qui disait « tout ce qui n'est pas API doit mourir ». C'était il y a 12 ans, je crois. Ils étaient un peu en avance. Mauvais bac, mauvaise expérience d'un point de vue conception. C'est-à-dire qu'en tant que UX designer, ça m'est arrivé de devoir retravailler des choses que j'avais déjà travaillées, tout simplement parce que je n'avais pas eu les bonnes informations au bon moment et qu'il me manquait des données ou que ces données étaient difficiles à récupérer ou interconnectées. Voilà. Donc, les bacs peuvent vous faire la misère en tant que designer, mais en tant que développeur aussi. N'oubliez pas, en parlant d'humain, qu'il n'y a pas que des machines, il n'y a pas que des vieux systèmes, il y a aussi des vieilles connaissances, des fois, qui traînent un peu et il faut vous former, soit sur des nouvelles technologies, soit sur des nouvelles techniques pour acquérir de la donnée, des éléments qui vont vous permettre de faire de la recherche utilisateur. D'ailleurs, il y a un talk de Guillaume Grenier tout à l'heure sur l'expérience utilisateur et je crois les questionnaires pour récupérer du feedback. Il y a des trucs qui sont là depuis des années, des trucs qui sont nouveaux, et ça peut être intéressant de vous former, même si vous êtes développeur en fait, parce que ça vous permet d'avoir un bagage, ça vous permet d'aller interroger la poule qui est à côté et de ne pas vous faire défoncer en tant que dinde. Voilà. Perméabilité. Développeur, est-ce que quand vous arrivez sur un sujet, vous vous posez ces questions-là? Si ce n'est pas le cas, posez-les-vous, ça peut vous servir. Formulaire, c'est super simple, tout le monde sait les faire. De toute façon, il y a un truc Angular qui permet de les gérer, ou React Native, ou peu importe. Je n'ai même pas besoin de me former. Je vais vous montrer des trucs tout à l'heure. Si jamais vous en avez jamais entendu parler, dites-le moi, ou ne me le dites pas, mais en tout cas, allez chercher. Parce que ça peut être super intéressant, et il y a pas mal de choses qui ne sont pas exploitées. Donc, est-ce que je peux faire tout ce que j'ai l'intention de faire? Si je ne peux pas le faire, est-ce que je peux me former avant la deadline? Parce qu'en général, il y a des deadlines, on ne sait pas trop d'où elles sortent, mais souvent elles sortent. Voilà. S'il y a une deadline, est-ce que ça vaut le coup de dégrader l'expérience utilisateur? Bon, ça, c'est peut-être pas à vous d'y répondre, mais demandez à vos designers, du coup, qui eux aussi doivent se former. Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances métiers? Est-ce que quand je suis intervenant extérieur et que je ne connais pas trop bien la boîte, je ne connais pas trop bien le métier, est-ce que j'ai un allié ou une alliée dans la boîte qui me permet d'aller acquérir cette information-là, donc d'aller trouver les bonnes personnes pour pouvoir répondre aux bonnes questions et pour pouvoir faire en sorte que le processus qu'on est en train de tenter de digitaliser
se fasse correctement. Est-ce que j'ai le temps de me former ou d'aller chercher les bonnes personnes? Ou est-ce que la deadline, encore une fois, est un problème? Et ça, j'avais mis ça pour, pas forcément pour vous quitter votre boîte tout de suite, mais si jamais une boîte ne vous donne pas le temps ou un client ne vous donne pas le temps de vous former, est-ce que ça vaut le coup de continuer à bosser pour elle? Parce qu'en fait, vous allez faire des trucs qui ne sont pas de bonne qualité. Je ne vous ai jamais dit ça, bien sûr. C'est enregistré? Merde, c'est enregistré. Évitez d'ignorer ce qui se trouve à côté. C'est-à-dire que quand vous allez digitaliser un process, a priori, il y a des gens. S'il y a un formulaire, à un moment donné, la donnée elle est envoyée quelque part, il y a des gens derrière qui vont traiter cette donnée. Ce n'est pas que, rarement, que informatique. Ce n'est pas tout automatisé. C'est rarement tout automatisé. Chez nous, par exemple, on a énormément de personnes encore qui traitent les cas de sinistres, parce qu'on a besoin d'humains pour traiter des cas de sinistres. ChatGPT n'est pas encore suffisamment avancé dans la boîte pour remplacer ces êtres humains. On n'a pas l'intention de les remplacer non plus, parce qu'il y a quand même des familles à nourrir, etc. Bref. En parlant de service, du coup, j'ai eu une expérience personnelle avec une banque que je ne nommerai pas. Ça s'est super bien passé d'un point de vue numérique. C'était une expérience fabuleuse. Je ne sais pas qui étaient les designers derrière le service de la bill sur le mortgage. Non, ok, je pensais. Mais ça s'est super bien passé, vraiment, expérience fabuleuse, les taux avaient l'air d'être à jour. Quand j'ai voulu prendre rendez-vous, le formulaire A a repris des informations pour mettre dans le formulaire B, j'avais juste ma date de rendez-vous à prendre. Parfait, c'est absolument pas sarcastique ce que je dis, c'était vraiment génial. C'était la seule qui était aussi parfaite. J'ai eu un mail qui me disait on vous recontactera dans les plus brefs délais. Un peu déçu par mail parce que j'aurais bien aimé un récap des données que j'ai fournies, comme ça me rassure un peu sur ce que j'ai fourni comme information. Et au jour d'aujourd'hui, les plus brefs délais ne sont pas encore passés. C'était en 2020. Je connaissais des gens dans la boîte, donc j'ai demandé ce qui s'était passé. J'ai eu un contact à nouveau d'une personne qui s'est excusée platement, etc., qui avait l'air d'avoir aucune information sur le dossier, donc je sais ce qui s'est passé. Ce dossier n'a jamais été transmis. Je ne sais pas à quel endroit ça a pêché, mais ça a pêché. Du coup, expérience fabuleuse, mais en même temps, les êtres humains, apparemment, derrière, n'étaient pas réactifs, où il y a eu quelque chose qui s'est passé entre l'être humain et la première machine. Il y a une machine entre les deux qui a peut-être pêché, ou alors, voilà, ça s'est perdu. Dans tous les cas, faites en sorte que s'il y a des humains derrière qui doivent traiter des informations, déjà, soit au courant, parce que c'est quand même mieux, hein, qu'ils soient au courant, sinon ils ne peuvent pas. Est-ce que vous allez changer les habitudes de ces personnes? Typiquement, oui, si vous digitalisez tout un processus, vous allez forcément changer les habitudes des personnes qui vont traiter l'information derrière. Elles n'ont plus des humains en face ou des papiers à traiter, mais peut-être des trucs qui sont directement fiés à l'écran. Est-ce que toutes ces informations sont disponibles pour leur permettre de faire correctement leur travail? Et est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Parce que potentiellement, digitaliser un process, on le fait souvent pour plusieurs raisons. Gagner du temps, gagner en performance. Mais les êtres humains derrière, ils ne gagnent pas forcément en performance. Donc aussi, il faut travailler pour faire en sorte que les informations qui sont affichées ou qui vont être traitées par eux soient faciles à traiter et que la numérisation des processus leur permette aussi de gagner du temps ou de faire moins d'efforts. Et du coup, plusieurs choses à vérifier. Que la numérisation soit possible dans son ensemble. Le faire que partiellement, souvent, ça risque de provoquer des frictions d'un point de vue utilisateur. Parce que si, par exemple, je me dis « Ah, trop bien, il y a un service machin, je sais pas moi, Tango, par exemple, qui vient de digitaliser tout un process, je peux faire ma demande directement en ligne. » Et qu'à la fin du processus, je me rends compte qu'en fait, il faut quand même que j'imprime des trucs et que j'aille en agence pour finir le processus, c'est pas intéressant en fait, je vais perdre du temps. Je perds du temps sur le numérique parce qu'il faut que je m'adapte et qu'ensuite j'imprime des trucs, donc si j'ai pas d'imprimante, je me fais avoir. J'aurais mieux fait d'aller en agence directement en fait, j'aurais perdu moins de temps. Pareil de l'autre côté, où du coup les employés vont devoir traiter deux choses, peut-être des informations numérisées et de l'autre côté du papier et terminer le dossier parce que les données étaient manquantes. Voilà, faites en sorte que le process soit complètement digitalisé. Pourquoi tu râles, toi? Ah oui, j'ai rajouté cette slide. J'ai trouvé l'exemple parfait du CEO qui vient de débarquer et qui ne sait pas trop pourquoi il est là. Désolé si je tape sur les directeurs, c'est pas tous les directeurs, ok, mais les gens qui ne sont pas dans le métier et qui ont tendance à débarquer avec des solutions sans absolument connaître ni le contexte ni les problèmes qui sont liés au projet, n'ont pas leur mot à dire. Donc si jamais ces personnes parlent, ne les écoutez pas.
Et si vous êtes interne, parce qu'en étant externe, c'est plus difficile, mais si vous êtes interne, n'hésitez pas à leur ramener de la donnée, en fait. C'est-à-dire leur dire, en fait, nos utilisateurs ne se comportent pas comme ça. Ça, on n'en aura pas besoin. Et confronter les idées avec des personnes qui ne sont plus suffisamment bien placées pour donner des solutions. C'est enregistré. À chaque fois, j'oublie. J'ai demandé à des gens de me donner leur expérience sur des formulaires parce que je me sentais un peu seul et je me suis dit, ça se trouve, j'ai un biais d'échantillonnage chez moi qui va sur tous les formulaires qui sont vraiment mal faits. C'est pas possible autrement. Il y a plus de 50% des formulaires qui, pour moi, sont dégueulasses. Fabrice qui nous présente le cas de ce champ où en fait on peut mettre ville du code postal et en France du coup et 59 700 n'est pas une commune correcte. C'est un code postal, hein, il est valide, vous pouvez chercher sur Google, c'est tout à fait valide. Donc donnée attendue, elle est écrite mais apparemment c'est pas la bonne et l'erreur, c'est pas une commune, c'est un code postal donc il dit rien non plus. Encore Fabrice qui nous dit qu'en gros, une fois, il cherchait le Nord comme région, et il s'est retrouvé avec Corée du Nord dans la proposition, qui est bien sûr une région qui est un département qui est connu en France, la Corée du Nord. Expérience inverse de ce que j'ai pu avoir moi avec la BIL par exemple. Merde, j'avais dit que je ne nommais pas la banque. Lauriane, qui est une personne qui a des handicaps que je connais personnellement, qui s'est retrouvée avec un cas où en gros en ligne c'était pas ouf, mais en fait elle s'est fait rattraper par un très bon service avec des humains derrière qui ont pu l'aider. Donc voilà, comme quoi le formulaire peut avoir ses défauts, mais si jamais vous avez des gens qui sont formés et qui sont aptes et capables, vous vous retrouvez avec des gens qui ont quand même une bonne expérience malgré tout. Le point qui est important dans tout ce qui est dit, parce que c'est une liste de plein de trucs qui arrivent très régulièrement à Anne-Sophie, c'est ce point-là, qui est en fait que y a des gens qui perdent de l'argent dès qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Voilà, il y a des gens qui vont chez les concurrents s'il y a des concurrents et ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une première mauvaise expérience sur un formulaire. Ça peut être pas trop mal d'un point de vue business pour rappeler que les formulaires c'est quand même intéressant. Hey, je l'avais entouré. Attendez. Oui, je me rappelle plus de mes slides. Non, ça c'est pour après. Celui-là est pas mal aussi, c'est qu'il y en a un des deux qui est obligatoire, mais en fait, je mets mon téléphone mobile, mais en fait, le fixe, il est quand même obligatoire. Si tu pouvais quand même me donner ton fixe, ce serait pas mal. Voilà. Vérifiez quand même que quand vous mettez des conditions, les conditions soient les bonnes. Ça, c'est génial, parce que ça va en confrontation directe avec la notion de modèle mental. Vous attendez à un truc, et là, vous dites, mais c'est pas possible. Genre, qui fait ça? Qui a déjà fait ça? Levez la main, parce qu'en fait, la fenêtre, je l'ouvre là et bref. Donc ça, c'est génial, mais voilà, faut pas le faire. Mais en vrai, ça, c'est évident. C'est évident, mais il y a des trucs moins évidents où vous allez rentrer en conflit avec des experts, peut-être, un jour. Vous proposez une... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous proposez un ordre logique sur quelque chose qui vous semble logique pour vous, en tant que développeur, en tant que designer, mais en fait, ça rentre en conflit avec la logique du métier. Et ça, c'est un point important, c'est les conflits de modèles mentaux. Faites en sorte que ça corresponde aux attentes des personnes qui vont utiliser l'objet. Un peu comme le CEO qui a son mot à dire sur un truc, mais en fait, non, il n'a pas son mot à dire parce qu'il a un modèle mental qui est en décalage par rapport à la réalité. Je parle beaucoup et j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout courir. Anatomie d'un formulaire. Un label, un champ de formulaire et c'est tout. C'est bon? En fait, on oublie plein de trucs. On oublie qu'il y a des types de champs. Si jamais ça ne vous parle pas, on va en parler après. On oublie qu'il y a des trucs qui peuvent nous aider, comme de l'autocomplete. Les navigateurs sont très bien faits aujourd'hui pour ça. Notion de widget et aide à la complétion, genre un calendrier qui vient s'afficher. Qui n'est pas toujours la bonne solution, mais voilà, ça existe. Ça existe nativement aussi. Gestion des erreurs, description riche pour aider les gens à aller compléter les formulaires quand c'est pas forcément évident. Là, il y a un exemple de description, celle fournie lors de la signature de votre contrat. Ça peut rappeler quelque chose aussi à l'utilisateur. Et la rétention d'informations pour plein d'autres raisons, dont notamment éviter d'avoir à remplir des trucs que j'ai déjà remplis. Comme je vous disais tout à l'heure sur le formulaire de la BIL, tout s'est très bien passé parce que le formulaire a repris des données pour les remettre dans un autre formulaire qui avait besoin des mêmes données. Ça m'a évité de faire 2 fois le travail. Et parfois, on fait trop de choses, comme contrôler le prénom de Jérôme et lui dire que c'est invalide, utiliser des placeholders à la place des labels qui disparaissent une fois qu'on est en train d'écrire du contenu, donc on ne sait plus ce qui est attendu dans le champ, ce genre de choses.
Le contexte, un petit rappel, quand une personne remplit un formulaire, alors sauf si elle a l'obligation de le faire, comme le formulaire des impôts, mais c'est quand même ça peut quand même être intéressant de rappeler le bénéfice de remplir le formulaire. Ça, c'est plus pour l'expérience utilisateur. Quelqu'un va passer dans un formulaire chiant à remplir, rappelez-lui qu'il y a un bénéfice derrière. Ça peut être un motivateur initial. Le libellé, c'est la question que vous posez. Je parlais tout à l'heure de l'interaction entre deux personnes. Il faut que la donnée soit claire et qu'il n'y ait pas de flou en fait. Où est le flou ici? Bon, c'est écrit sur la slide, mais... Identifiant, c'est quoi un identifiant? On avait pas mal d'erreurs sur ce formulaire tout bête, c'est un extrait de chez Foyer. Identifiant, c'était pas clair pour les utilisateurs. On avait une adresse email, un numéro de client, un numéro de contrat, un numéro de téléphone, un pseudonyme que j'ai choisi. Effectivement, ça peut être tout ça. Du coup, en discutant avec eux, on s'est dit, mais en fait, notre système, il accepte deux trucs, peut-être qu'on va juste l'expliciter. C'est débile comme ça, mais c'est juste un identifiant. Et pourtant, on avait déjà des erreurs là-dessus. Alors imaginez des formulaires beaucoup plus complexes avec des règles métiers et des expressions métiers, du jargon métier. Voilà. Pro tip, si jamais, à moins que vous soyez Tango, encore une fois, mais un numéro de téléphone, c'est pas un identifiant valide. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un de mes potes de vouloir se connecter à un service, et en fait, son numéro de téléphone, c'était le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre avant. Voilà. Donc en tant qu'expert dans l'assurance, j'ai mis une petite note en bas avec un astérisque. Sauf cas de règles métier qui vous l'imposent. Stripe, petite boîte pas trop connue qui fait du paiement en ligne à l'international. Quand vous placez un libellé, faites un choix à un moment donné. Le placez pas une fois en dessous et une fois au-dessus, parce que sinon vous vous retrouvez avec c'est n'importe quoi. Donc là c'est name first last, bon courage pour le français. Un lecteur d'écran, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais globalement, un lecteur d'écran, qu'est-ce qu'il va lire? C'est un truc qui lit séquentiellement quand les formulaires sont mal codés, donc a priori celui-là est mal codé, qui lit séquentiellement des éléments pour le retranscrire à une personne qui est aveugle. Okay, et là, le truc, il va lire name, champ, first, champ, last email, champ. Bon courage. Évitez de placer les libellés comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui, encore une fois, pour l'accessibilité, vont zoomer et vont avoir... Est-ce que je peux faire ça comme ça? Je ne sais pas s'il a compris ce que je voulais lui dire. Où est-ce que tu es? Bon, tant pis, je l'ai perdu. Ils vont zoomer juste là-dessus, par exemple. Ils vont être sur code postal. Et ensuite, ils vont devoir trouver la ligne d'à côté. Sauf qu'en général, quand on scrolle rarement droit. On scrolle un peu en diagonale. Donc il va se retrouver à mettre le code postal dans la ville dans le pays, etc. etc. Donc faites attention à ce genre de placement. Et en plus, ça vous donne plus de travail parce que vous les placez comme ça sur écran de bureau, puis après il faut les placer comme ça sur mobile, et puis ensuite, voilà. Description d'un champ, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça vous aide juste à être plus explicite sur la donnée attendue. Ça peut être pratique si jamais il y a des exceptions, des règles métiers à présenter. Les champs, alors j'ai mis des champs sur la gauche, je suis désolé pour ça, je voulais faire la blague à tout prix. Il y a des champs avec des vaches dedans, des champs avec des beaux gosses à l'intérieur et des champs avec des voitures devant. En vrai, pardon? Bien vu. Didier Deschamps n'est pas là. En vrai, je parle de type HTML5 qui existe depuis des années maintenant, qui vous donne pas mal d'avantages. Il y a une vidéo sur la gauche qui va bien démarrer. Oui, voilà. Qui vous donne pas mal d'avantages, c'est que sur mobile, on a des claviers qui vont être dynamiques et qui vont changer. On a des widgets qui sont déjà disponibles dans le navigateur, qui en plus sont disponibles aujourd'hui sur desktop, et qui vous permettent en fait de pas trop vous casser la tête et surtout d'avoir des claviers adaptatifs. Il y a plein de trucs qui sont embarqués avec ces types de champs-là. Il y a des contrôles à la volée qui sont par le navigateur, qui va vérifier certains types, notamment certaines données attendues. Couleur, c'est un peu dégueulasse sur Android Firefox, mais sur iOS, c'est juste fabuleux. Si jamais il y a des designers dans la salle, ouvrez un champ de type color, c'est génial. Bref, utilisez-les, abusez-en, sauf si vous vous retrouvez dans des situations où vous avez besoin de contrôler différemment ou d'avoir deux types de champs. Typiquement, date, si jamais vous avez besoin d'un range de date avec arrivée-départ, par exemple, ce type-là ne va pas vous aider parce qu'en fait, il va venir avec un widget que vous allez vouloir supprimer pour avoir quelque chose de custom. Donc il y a des cas où vous n'en aurez pas besoin. La plupart du temps, essayez quand même d'utiliser les types parce que ça change le type de clavier et ça, c'est génial. Pourquoi je vous parle d'histoire? Je sais plus. Ah oui, parce qu'il y a des... Ça, c'est un très très vieux formulaire quand même. Et il y a déjà des boutons radio qui sont stylés, qui sont ronds, avec du skeuomorphisme aussi. Et c'est magnifique parce que les boutons ressemblent à des boutons.
Android, maintenant, Android et iOS, il n'y a même plus de forme sur les boutons. On ne voit même plus que c'est un bouton. Génial cet écran parce qu'en fait, ça va alimenter un autre truc qui est l'accessibilité. Ici, il y a des boutons radio comme ça. Voilà. On ne les voit pas, mais il y a des boutons radio. Pas assez contrastés, hélas. Mais... ça, c'est WooCommerce. Ouais. Donc, c'est WooCommerce. En gros, j'arrive sur... WooCommerce, vous connaissez peut-être WordPress. En gros, c'est un plugin de e-commerce. Donc, dans l'onboarding de ce plugin, on me propose de choisir le type de vente que je vais faire. Sauf que c'est des boutons radio sur la gauche. Et du coup, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit, j'aimerais bien faire du one-time et du subscription en même temps. Du coup, forcément, je clique le premier, je me dis, tant pis, je vais faire 100. Et puis après, en général, comme je suis vénère, je clique partout, j'ai cliqué partout et je me suis rendu compte que ce n'était pas des boutons radio. Voilà. Donc pourquoi le designer a fait ça au lieu de faire ça? Ça coûtait pas vraiment très cher et surtout, il aurait quand même pu s'éclater. Et puis en plus, voilà, c'est plus contrasté, on les voit mieux. Vous dites, c'est pas grave, c'est juste une forme. Au pire, tu cliques partout et puis tu t'en rends compte. Alors, même s'il y a 1% des gens qui s'en rendent pas compte, il y a quand même 10 millions d'installations. Derrière, il se passe quoi? Il se passe que WooCommerce propose des plugins qui sont payants en fonction des trucs que vous avez choisis. Donc, WooCommerce perd de l'argent à cause de la forme des boutons. C'est pas possible. Si, c'est possible. Bon, ils l'ont changé depuis. Mais... Nintendo, pareil. Email promotionnel, j'arrive là-dessus. Je me dis, putain, ils ont coché par défaut et je peux pas décocher. C'est coché grisé, donc c'est disable, on est d'accord. Bon, forcément, vu que je l'amène comme ça, vous allez vous dire, non, t'es con, en fait, tu peux les cocher. Encore une fois, email promotionnel, donc ça veut dire que je reçois des offres de la part de Nintendo. Si jamais j'en étais resté à « Ah, les bâtards, en fait, ils ont coché par défaut, je peux rien faire », je reviens en arrière, mais je ne suis pas inscrit au truc. Donc ils perdent de l'argent, juste à cause de ça. On ne va pas parler de ça parce que ça me fâche, mais on peut en parler plus tard, si vous voulez. Mais la forme de ces champs sont tellement mauvais que même Material est revenu en arrière en fait, sur la forme des champs. J'ai une règle que j'applique en tant que designer, c'est que, ouais, je sais, je suis complètement dans les choux. Si jamais l'originalité de ma proposition dégrade l'expérience utilisateur, c'est peut-être que je suis juste pas un artiste et qu'il faudrait que j'arrête d'être original en fait, et que je respecte des règles qui sont en place. Ça peut être pas mal en tant que développeur et en tant que designer. J'ai encore 1 minute, je suis désolé, je vais utiliser cette minute. Non, j'ai plus d'1 minute, mince. C'est bon? Agencement de formulaire, je vais vous parler d'espace blanc, mais il n'y a pas beaucoup de designers dans la salle, donc désolé si ça ne vous parle pas des masses, mais en gros, exploiter l'espace qui se trouve autour des champs pour les séparer, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans l'exemple de Stripe où les labels étaient aussi proches du champ en dessous que du champ au-dessus, du coup on ne sait pas trop à quoi ça se rapporte. Il y a une loi de design, on va dire, qui s'appelle la loi de proximité, qui vous permet d'éviter ce genre de cas où en fait vous ne savez pas s'il faut le lire comme ça ou comme ça. Et du coup, ouais. Tu ne l'avais pas eu tout de suite, je suis sûr. Voilà. En utilisant du blanc autour, en aérant un petit peu, on peut se retrouver à rassembler les éléments et se dire il n'y a plus de confusion possible. Ça, je vous en parlerai à part, si jamais ça vous intéresse. Multi-étape ou pas multi-étape. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je suis désolé, je vais passer vite parce que je peux pas tout couvrir. Dans tous les cas, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que si jamais vous faites du multi-étape, il faut faire un travail de design pour regrouper les champs et vous retrouver avec des thématiques qui sont logiques. Il va falloir prévoir de pouvoir enregistrer et revenir en arrière. Je vois qu'il y a des développeurs qui commencent à suer. Il va falloir enregistrer pour pouvoir reprendre plus tard, parce qu'il voilà, y a plein d'étapes, donc ça va être long. Et surtout, il faut un récap à la fin. Parce que le but du multi-étape, c'est de libérer la charge cognitive de l'utilisateur et se dire « concentre-toi là-dessus, on viendra à la suite plus tard ». Du coup, à la fin, c'est bien de tout rassembler et de tout rappeler. Champ par champ, typeform. Globalement, ne faites pas ça sur les longs formulaires parce qu'on ne sait jamais trop où on se trouve. Et là, en fait, je suis déjà à la deuxième question, ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai aucune idée de combien de temps je vais prendre pour remplir les 20 ou 40 questions qui me restent. Très long. Et je suis désolé, on ne fera pas tout ça qui était vachement bien pourtant parce qu'on travaille ensemble sur un cas pratique qui permet de compléter l'élément qui se trouve sur la gauche. Et c'est la pause? Quoi? On peut relier, non? Jusqu'à 50. Jusqu'à 50. Qui vient après? C'est moi.
Ça parle à qui le label là? J'attends quoi de vous en fait? De sélectionner un risque. C'est quoi un risque? Ouais, je suis dans le domaine de l'assurance, je sais ce que c'est. Mais... Ok, donc ça c'est pas clair. Un risque c'est quoi? Bah, c'est un jargon. C'est un risque pour l'assureur en fait. C'est pas un risque pour la personne qui va assurer son bien. C'est un risque pour l'assureur parce que ça va nous coûter de la thune. On n'aime pas ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous souhaitez assurer? Et pas souscrire, parce que souscrire c'est un jargon technique. C'est de la paperasserie quoi. Donc que souhaitez-vous assurer? C'est quand même plus clair. J'ai gardé le risque en dessous, c'est une erreur, hein, bien sûr, hein, c'est sélectionner un bien. Il va y en avoir plusieurs, donc a priori, ce serait dommage d'avoir un select, parce que ça veut dire que les développeurs vont avoir encore plus de travail sur le select. Il faudra que ce soit un select multiple. Et ça, on aime bien. Du coup, on va changer de type de champ. Surtout que le métier vient de me dire qu'en fait, il n'y avait que 4 éléments affichés, donc on va les afficher explicitement. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça ne prend pas beaucoup plus de place. Et surtout, si j'ai toujours pas compris la question avec une question simplifiée, si je regarde les réponses, peut-être que ça peut m'aider à comprendre la question. Exercice mental à faire. La taille, c'est important dans les champs de formulaire. Pourquoi? Parce que ça peut aider à comprendre la donnée qui est attendue. Typiquement, un code postal est plus court qu'une ville, en général. Il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, dans le modèle mental des gens, c'est comme ça. Utiliser les masques de champs aussi pour aider à la complétion. Parce que ça me permet plein de trucs, ça me permet de vérifier que si le formatage se met en place, ça veut dire qu'a priori je suis en train de rentrer la bonne donnée, jusque-là tout va bien. Et ça me permet de relire facilement, contrairement à des trucs tout agglutinés où je vais avoir du mal à relire. Utilisez la précomplétion, si jamais vous avez des règles métiers qui vous permettent de le faire. À Luxembourg, c'est magique, vous mettez le code postal et le reste peut se remplir, il y a juste le numéro à faire. Dans des interfaces métiers, ça peut être super intéressant pour gagner du temps. En tout cas, nos agents sont fans. Et enfin, l'autocomplete, qui est super méconnu et qui pourtant fonctionne très bien. Le navigateur essaye de se débrouiller grâce au nom que vous lui donnez, mais si jamais vous voulez explicitement dire qu'il y a une donnée qui est attendue, utilisez autocomplete, et il y a plein de règles qui existent déjà. Allez sur le MDN, Mozilla Developer Network, où il y a plein de documentation en fait, avec des notions de numérique input mode autocomplete. Si vous faites ça par exemple, avec one-time code, votre téléphone mobile va vous proposer un code qui a été copié dans un SMS, il va vous le proposer en suggestion. Dans un champ, c'est quand même génial, vous n'avez plus besoin de vous faire chier à retenir le truc, sauf si vous voulez travailler votre mémoire. Évitez les interconnexions forcées. Ça m'est arrivé une fois de me retrouver sur une adresse de livraison qui était à Luxembourg, du coup, parce que j'habite Luxembourg. On m'a imposé le fait d'avoir un numéro de téléphone luxembourgeois. Impossible de le modifier. Du coup, j'ai abandonné le formulaire et mon panier de 250 €. Pardon, c'était pas important la suite. Non, c'est bon, c'est bientôt la fin. Oui, j'ai remis un champ de formulaire, un champ avec. Voilà. Il y a une notion qui est importante et qui arrive au fur et à mesure à Luxembourg aussi, et certainement auprès de vos clients, c'est l'accessibilité. Sachez que d'ici 5 ans, si jamais vous ne faites pas d'accessibilité en tant que développeur ou en tant que designer, vous ne serez plus embauchable. C'est bon, c'est dit? Ça va devenir une obligation légale en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Du coup, ça, c'est pas contrasté. Bon, ça se voit bien sur l'écran, on voit quand même vachement pas bien. Ça, c'est toujours pas contrasté. Est-ce que la prochaine est assez contrastée? Ah, c'est bon. Il y a des règles, c'est pas moi qui les impose. Okay, il y a des règles, il y a des notions de contraste à respecter. Si jamais votre designer a fait sa diva et qu'il a proposé quelque chose qui n'est pas assez contrasté, vos outils en tant que développeur vous permettent de le voir. Il y a un truc dans Chrome qui est l'inspecteur qui permet d'avoir ce genre d'informations sur du texte et sur des éléments graphiques, sur des éléments d'interface. Donc contraste de 3 pour 1 sur des éléments d'interface, boutons et champ de formulaire typiquement, et de 4.5 sur des textes, globalement, retenez ça. Navigation clavier, il y a des gens qui n'utilisent pas de souris parce qu'ils ne peuvent pas utiliser de souris. Handicap moteur ou autre type de handicap. Du coup, si vous oubliez l'état focus, si vous n'aimez pas ce genre de style graphique, très cher designer, sachez que vous pouvez proposer aux développeurs d'utiliser Focus Visible, qui est un peu plus intelligent que Focus. Focus, c'est dès que je clique dessus, il y a un focus qui se fait. Focus Visible, c'est uniquement quand il y a une personne qui navigue au clavier. Du coup, vous pouvez avoir des styles un peu différents et qui seront dédiés uniquement pour des personnes qui ont des handicaps.
Donc oui, il y a des personnes... navigation clavier, c'est pas uniquement des gens qui tabulent à la navigation clavier et qui naviguent au clavier, c'est aussi des gens qui utilisent des contacteurs. En gros, des gens qui ont des handicaps sévères qui vont naviguer avec... pour stéréotyper, ils ont soit un truc dans la bouche, soit une sorte de truc sur le front avec un poids au bout, et ils vont faire ça comme ça avec la tête pour pouvoir naviguer. Donc ils ont next, prev, échappe et validé, et ils vont naviguer comme ça. Donc c'est très chiant pour eux de naviguer. Donc au moins, dites-leur où est-ce qu'ils se trouvent dans l'interface, c'est toujours bien. Et les erreurs invisibles, pourquoi je vous parle d'erreurs invisibles? Alors cette erreur, elle est visible pour vous. Potentiellement, elle n'est pas visible pour une personne qui ne voit pas. Jusque-là, c'est pertinent. Okay. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des lecteurs d'écran. Et le lecteur d'écran, si votre label et votre champ de formulaire sont bien connectés, tout va bien se passer. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des erreurs qui arrivent des fois. Et que l'erreur, il faut la connecter au champ aussi. Et pour ça, il y a du code à rajouter, dont je ne veux parler pas aujourd'hui. Voilà. Tout ce que j'ai pas pu vous dire, parce qu'il y a énormément d'autres trucs que j'ai pas pu vous dire, j'ai écrit un petit bouquin. J'en donne un d'ailleurs, si quelqu'un en veut un dans la journée. Venez me voir. Et en fait, je parle de plein de trucs. J'ai des use cases aussi que je présente, des trucs typiques qu'on rencontre tous les jours, mais qui en fait sont quasiment tous erronés. Le bouquin vous invite aussi à réfléchir et à discuter avec vos collègues. Du coup, si jamais je devais résumer, demandez juste l'indispensable. Ça vous évite d'avoir des erreurs affichées. Pensez au type de champ. Désolé, il y a un running gag sur le champ. Pensez au contexte. Cadrer les choses, avoir conscience de ce qui se trouve autour de vous, la poule, la dinde, tout ça. Utilisez un langage simple, donc tout ce qui est jargon technique. En gros, laissez pas les experts du domaine faire des formulaires. Demandez à un designer d'aider à simplifier le langage ou demandez à vos utilisateurs s'ils ont compris ce qu'on leur demande. Ça peut être pratique. Validez au bon moment. Alors ça, je vous en ai pas parlé, mais c'est écrit dans le bouquin. Tester, ça c'est pour les designers, mais je pense qu'il y en a assez peu dans la salle pour qu'ils sachent quoi faire de leur boulot. Il y a des ressources, Julie, je peux t'envoyer les slides et tu sais qui était présent et t'envoies à tout le monde les slides? Parfait, comme ça vous pourrez rattraper les trucs. Merci beaucoup. Si jamais il y a des questions, vous venez me voir dans la journée, je vais essayer de rester parce que je ne vais pas exploiter plus de temps à la personne qui suit. Le bouquin existe en e-book pour les personnes qui n'aiment pas le papier. Et sinon, voilà, merci beaucoup.